Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Taloche, hashtag la chaîne qui claque. Comme d'habitude, vous connaissez le dicton, vous connaissez le hashtag. Aujourd'hui, on va parler de 3 shows qui m'ont bien plu cette semaine et dont j'aimerais partager mon avis avec vous. On va parler de NWA Power comme assez régulièrement sur la chaîne, également de WWE NXT et on terminera cette vidéo par AEW Dynamite qui ont lieu le 14 pour NWA Power et le 15 pour NXT et AEW Dynamite. Comme d'habitude, la guerre du mercredi soir, vous connaissez les bails. On commence sans aucune transition avec NWA Power, qui a eu lieu du coup le 14, toujours en direct des studios de Géorgie, il me semble, je ne sais plus, Atlanta en Géorgie, c'est ça exactement. Kurt Angle, le champion Atlanta Géorgie, vous connaissez peut-être. Ceux qui ne connaissent pas, allez vous renseigner. Voilà, sur ce grand homme qu'est Kurt Angle. On commence directement avec une promo des Rock'n'Roll Express qui nous parle un petit peu de ce qui se passe avec Nick Aldis, le fait qu'il se soit désormais fait accompagner de Scott Steiner. Hein. La semaine dernière, ça s'est terminé comme ça, le show avec Scott Steiner qui est venu pour un petit peu renforcer l'équipe de Nick Aldis qui est Strictly Business, pardon. Voilà, la semaine dernière, je me rappelais plus du nom de ce clan, mais maintenant, je m'en rappelle étant donné que j'ai regardé le show. Du coup, voilà, les Rock'n'Roll Express, hein, Ricky Morton et Robert Gibson qui parlent un petit peu de cette rivalité, le fait qu'ils vont s'affronter plus tard dans la soirée. Et du coup, l'intervieweur, pardon, leur demande quel est votre partenaire mystère, et ils ne répondent pas, voilà, pour laisser le mystère jusqu'au main event, et c'est bien joué de leur part. Voilà. On a ensuite un récap du premier tour qui va avoir lieu bientôt pour le tournoi télévision. Je vais d'un seul coup, du coup, vous dire les noms qu'il y a. Donc du coup, Team Storm affrontera l'un des deux frères Dawson qui aura lieu juste après le match pour déterminer le vainqueur qui participera au premier tour. Donc Team Storm affrontera l'un des frères Dawson pour le premier tour. Ricky Stark lui affrontera une place vacante. Voilà, on ne sait pas qui ce sera. C'est écrit Open Slot. Voilà, donc c'est ouvert à tous. Si vous entendez des petits clics comme d'habitude, vous savez, c'est parce que je suis en train de regarder en même temps. De l'autre côté du carré, on va dire, il y a encore une fois une open slot qui affrontera Zyke Dice, plutôt. C'est mieux comme ça. Juste en dessous de lui, qui est-ce qu'on a On va avoir Question Mark qui va affronter, excusez-moi, qu'est-ce qu'il va affronter? Il va affronter soit Tom Latimer, soit Trevor Murdoch, ça dépendra du vainqueur de leur match. Ensuite, voilà, donc c'est à peu près ça, hein. C'est des sortes de quarts de finale. Les vainqueurs de chaque match affrontera le vainqueur de l'autre, et puis après ce sera, même si c'était 8e de finale, si on conclut ça. Enfin bref, c'est deux blocs, voilà, deux blocs qui s'affrontent pour déterminer qui sera le vainqueur des blocs et s'affronter. Voilà, c'est un peu comme le G1 Climax, mais quand même beaucoup moins prestigieux. Hein, voilà. Donc du coup. Ensuite, on a Ricky Stark et Zyke Dice qui se confrontent sur la zone d'interview. Voilà, Ricky Stark trash talk un petit peu. Non, pardon, Zyke Dice trash talk un petit peu Ricky Stark parce que voilà, si ça se ressemble à Ricky Zyke, peut-être qu'ils sont frères, on ne sait pas. Mais du coup voilà, les deux se confrontent, Zyke en profite pour lui dire Ricky Stark t'as rien fait du tout depuis que t'es à la NWA, donc commence pas à me casser les bonbons. Voilà, on verra qui sera le meilleur homme, voilà, il se provoque un petit peu, c'est toujours pour lancer le tournoi pas par équipe, pas du tout, le tournoi télévision. Donc voilà, c'est sympathique, on va voir ce qui va se passer, c'est une bonne promo, et voilà, je connaissais pas du tout Zyke Dice avant qu'il rejoigne la NWA il y a quelques semaines, et ça me fait vraiment plaisir, il a un bon look, et au micro il se débrouille bien aussi. Voilà. On a ensuite Dawson contre Dawson, hein, du coup les deux frères Dawson qui s'affrontent pour entrer dans le tournoi télévision. Donc du coup, voilà, je vous dirai pas qui est qui, tout simplement, parce que je n'en sais rien, voilà. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Zayn, et c'est celui qui a gagné. Voilà, son frère s'est projeté sur sa main pour essayer de lui casser la main dans les cordes, et voilà, il a réussi à ensuite lui-même mettre une droite avec sa main qui lui faisait mal pour faire le tomber sur son frère, et malheureusement, juste après le match, on annonce qu'il est blessé, voilà. L'arbitre fait un signe de croix pour que les gens viennent aider le pauvre malheureux qui a mal à la main. Voilà, ce match s'arrête juste ici, donc on ne sait pas vraiment ce qui va se passer ensuite. J'imagine que du coup c'est pour laisser la place à quelqu'un d'autre pour remplacer Dawson. Donc voilà, peut-être que c'est même son frère qui va le remplacer, on ne sait pas. Voilà, j'ai pas trop d'idées sur ce qu'ils veulent
tenter pour ça, mais voilà, c'est intéressant. On a ensuite une promo pour le prochain pay-per-view qui s'appelle Hard Times, donc les temps durs. Voilà, donc il va avoir lieu. C'est une promo très très kitsch qui m'a pas trop plu. Voilà, je vous avoue, d'habitude, NWA Power, ils font un petit peu sur le quai des années 80-90, mais pour le coup, c'était, je trouve, c'était très mal fait. C'était un peu gênant, contrairement. C'était même pas marrant, c'était juste gênant en fait. Voilà, ils ont essayé de faire un truc sérieux avec une musique country d'il y a très longtemps et ça fonctionnait pas très bien, malheureusement. Ensuite, une promo dans les vestiaires de Cabana et Anderson qui sont pas du tout l'un avec l'autre, mais qui parlent chacun de la situation qui se passe. Donc du coup, voilà, Cole Cabana parle un petit peu du fait que Mr. Anderson pète un boulard ces derniers temps et qui commence à devenir assez agressif. Et du coup, Mr. Anderson, lui, il dit qu'il en a marre de Eli Drake et voilà, qui est un petit peu plus dur. Il va un petit peu plus durcir son jeu. Donc voilà, c'est une promo intéressante. Ce qui se passe avec Mr. Anderson, c'est très sympathique et on va voir où ça va mener. Mais pour le coup, c'est bien foutu. Voilà, donc ça va sans doute mener à une rivalité entre Cole Cabana et Mr. Anderson. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'ils disent, en tout cas dans les promos. Et du coup, voilà, on va voir ce que ça vaut, mais ça peut être très très sympathique quand même. Voilà, on a ensuite un match entre Ashley Fox, que j'ai envie d'appeler Zendaya à chaque fois que je la vois, qui affronte Melina. Voilà, je vous avoue que l'entrée de Melina va très perturber, étant donné qu'il n'y a pas de musique, donc du coup, voilà, j'avais l'habitude de l'époque de la WWE ou l'époque de M&M, où elle était manageuse de M&M, où quand elle arrivait avec son grand écart, on avait la musique derrière, mais là, pour le coup, c'était très étrange, sans musique, mais pourquoi pas. Voilà, la confrontation est assez basique. Melina remporte la victoire avec comment on pourrait appeler ça, sa descente de la cuisse enfin bref, voilà. Vous voyez de quoi je parle. Si vous voyez pas, allez voir le match. Donc voilà, c'est Melina qui remporte la victoire et suite à ce combat, elle a fait une petite promo juste devant le ring où elle parle un petit peu d'Alison Kay, la championne de la NWA, elle la trash talk un petit peu jusqu'à que cette dernière arrive pour la confronter, lui dit tu sais quoi, vas-y viens on s'affronte maintenant, vas-y je suis chaude, vas-y on s'affronte maintenant, et voilà, elles sont coupées tout simplement par la suite du programme. Voilà, c'est tout, on a un écran noir qui nous indique la suite du programme. Bizarre comme fin de segment, mais pourquoi pas. Ce que j'ai remarqué surtout dans ce match entre Ashley Fox et Melina, c'est qu'Ashley Fox était très très green. Voilà, je sais pas du tout si c'est pour le coup un manque d'alchimie avec Melina, mais elle était très très pas bien placée, elle enchaînait pas bien, c'était difficile à voir, je vous avoue, surtout sachant que ces derniers temps j'appréciais de plus en plus Ashley Fox, et même que j'ai dit d'ailleurs du bien d'elle hein, en vidéo. Voilà, ça m'a vraiment étonné ce manque de professionnalisme, on pourrait dire. Sur le ring, c'était vraiment très très green, voilà comme on pourrait dire. Voilà. On a ensuite un petit récap de ce qui s'est passé pendant l'invasion de Nick Aldis du côté de la Ring of Honor. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à voir ma vidéo précédente où je vous parlais de Nick Aldis, de la Ring of Honor de la NWA, du partenariat qu'il y avait entre eux maintenant grâce à Marty Scurll. Et justement, le week-end dernier, du coup, Nick Aldis est venu un petit peu foutre son boxon du côté de la Ring of Honor en attaquant Flip Gordon suite au main event qui a eu lieu pendant cette soirée. Flip Gordon était du coup sur le ring tout seul et Nick Aldis en a profité pour arriver par le public et l'envoyer directement dans le poteau et prendre la fuite avant que la Villain Enterprise arrive pour un petit peu faire le sauvetage de leurs camarades. Voilà, Nick Aldis s'était déjà barré. Voilà, il en a un petit peu profité pour dire maintenant Marty Scurll, voilà, t'es venu sur mon territoire pour un petit peu me casser les couilles, donc je suis venu sur le tien pour faire de même et advienne que pourra pour l'avenir. Ensuite à ça, tout le groupe de Nick Aldis est venu à la Ring of Honor, donc Strictly Business est venu sans Scott Steiner, parce qu'à ce moment-là, voilà, Scott Steiner n'était pas là, mais du coup ils sont tous venus pour un petit peu parler de ça, hein, parler le fait que Marty Scurll soit venu à la WA pour un petit peu foutre son boxon, et que maintenant eux ils vont faire de même pour Marty Scurll, ils vont lui casser les couilles. Et voilà, donc du coup les Villain Enterprise viennent pour un petit peu dire calmez-vous, rentrez chez vous. Voilà, on n'aime pas trop les étrangers chez nous à la Ring of Honor, donc voilà, une promo qui était fort sympathique, donc une confrontation entre les deux clans qui va s'avérer aussi très très cool et qui va bien mettre en avant Tom Latimer et Royce Isaac qui en ont pas besoin, mais en tout cas qui méritent ce push, on va dire, voilà, il mérite, comme on dirait chez une autre chaîne que je ne citerai pas. Voilà, on continue le programme avec Elijah Burke. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien catcheur du côté de la WWE, même du côté de la TNA, où il s'appelait
D'Angelo, je ne sais plus, D'Angelo, bref, quelque chose comme ça, de Pop, voilà, de Pop de son surnom, qui fait une petite promo pour mettre en avant Eddie Kingston et Homicide, pour les présenter juste avant leur match. Donc du coup, ce soir, Eddie, Kingston et Homicide affrontent Aaron Stevens et Question Mark, hein, la meilleure équipe, on peut dire, du business actuellement. Voilà, on a envie de les voir à la AEW dans des main events de 30 minutes. Mais ce soir, ils affrontent malheureusement Eddie Kingston et Homicide. Mais heureusement, ils gagnent, pas du tout. Ils gagnent ce match grâce à Question Mark, qui, grâce à ses prises de karaté, réussit à prendre l'avantage et à faire tomber les deux coéquipiers. Eddie Kingston et Homicide, du coup, qui perdent. Homicide qui se prend le tombé. Oh, là, ça change pas grand chose, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Mais voilà, c'est Homicide qui se prend le tombé. Et les deux vainqueurs, Aaron Stevens et Question Mark, s'en vont avec la ceinture d'Aaron Stevens, qui est toujours champion national, on le rappelle. Et voilà, ils célèbrent tous les deux en s'en allant. Elijah Burke arrive sur le ring et regarde ces deux bouffons, on pourrait dire. Voilà, parce que c'est le regard qu'il a totalement lâché à Eddie Kingston et Homicide. Il les a regardés comme s'il avait pitié d'eux et il s'est barré. Donc voilà, l'alliance qui était faite d'un soir n'aura duré qu'un soir, voire même qu'un match, voire même à peu près 7 minutes 30. Voilà, on a ensuite Strictly Business, Nick Aldis et Royce Isaac, Tom Latimer et Camille, qui viennent du côté des interviews pour un petit peu parler de ce qui se passe actuellement. Ils sont rejoints par Scott Steiner, hein, qui les accompagnait. Voilà, Scott Steiner en profite pour mettre bien en avant Nick Aldis, pour le remercier de l'avoir appelé pour venir botter des culs. Ils viennent s'embrouiller avec d'ailleurs un mec qui est au premier rang, voilà, en disant fais gaffe à toi mon pote parce que sinon je vais te botter le derrière. C'était une très bonne promo. Voilà, Scott Steiner qui fait très très bien le travail, hein. Dès qu'il a un micro dans les mains, Scott Steiner, c'est vraiment très très bon. Donc du coup, voilà, c'est surtout pour introduire le main event qui est juste ensuite. C'est Royce Isaac, Tom Latimer, du coup, qui sont accompagnés cette fois-ci de Scott Steiner, qui vient d'affronter les gentils. C'est Robert Kimson qui, lui, par contre, n'est pas accompagné ce soir de son coéquipier de toujours, hein, donc de Ricky Morton. Ce soir, il est accompagné de Eli Drake et de Team Storm. Voilà la surprise un petit peu de ce soir, c'était Eli Drake et Team Storm qui vont faire équipe avec Robert Kimson pour le main event 3 contre 3. La petite stipulation, c'est que si les gentils gagnent, et donc si Robert Kimson, Eli Drake et Team Storm gagnent, Ricky Morton, qui est le coéquipier, je le rappelle, de Robert Kimson et l'un des deux champions par équipe, pourra affronter Nick Aldis la semaine prochaine pour le titre. Donc du coup voilà, c'était le main event, hein, comme d'habitude du côté de la NWA, les main events sont un petit peu plus longs que les autres matchs. C'était un match très très sympathique, hein. Robert Gibson est forcément très vieux, donc on le protège bien sur le ring. D'ailleurs très bon travail, hein, de Tom Latimer et de Royce Isaacs pour bien mettre en avant Robert Gibson malgré le fait qu'il soit très très limité sur un ring. C'était très cool, voilà, Team Storm semblait bien en forme aussi, donc ça fait plaisir. Et Scott Steiner, il était là. Voilà, c'est déjà bien. Voilà, c'est une victoire des Face grâce à Robert Gibson qui réussit à faire le tomber suite à une intervention de Eli Drake après une sorte de cohue générale. Voilà, Eli Drake a porté une prise qui ressemble à un stoner inversé. Voilà, je ne sais pas, c'est un stoner, mais il n'est pas de dos à son adversaire, il est de face à son adversaire. Voilà. Et du coup, derrière, Robert Gibson en profite pour faire le tomber sur Royce Isaac. Et voilà, 1, 2, 3, du coup les gentils ont gagné, du coup Ricky Morton aura le droit à sa chance la semaine prochaine contre Nick Aldis pour le titre NWA World's Heavyweight. Voilà, c'était un main event très sympathique que je vous invite à aller voir. Je vais pas m'attarder plus sur ce show là qui était très sympathique, très digeste, très bien foutu encore une fois. Je vous invite vraiment à aller voir ce qui se passe du côté de la NWA. Si vous n'avez pas trop suivi ce qui s'est passé ces derniers temps du côté de la NWA, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente sur la NWA qui est sortie il y a une semaine et quelques désormais, où je vous parle un petit peu de ce qui s'est passé durant le mois de décembre depuis le pay-per-view Into the Fire. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour un petit peu vous mettre à jour. On enchaîne directement avec NXT du 15 janvier 2020. Et oui, on est en 2020, j'ai fait l'erreur dans une autre vidéo où je parlais de 2019, mais non, on est bien en 2020. On est toujours du côté de la Full Sail University d'Orlando pour NXT, ça n'a pas changé encore.
Voilà, peut-être que ça changera un jour, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. On commence le show avec un petit hommage au regretté Ricky Johnson, le papa de The Rock, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, c'était un grand homme dans le monde du catch. Il me semble aussi d'ailleurs qu'il a fait du football américain, donc voilà, c'était un grand homme qui nous a quittés hier. Je ne sais pas quel jour sortira cette vidéo, mais pour moi en tout cas c'était hier, à l'âge de quel âge, je vais pas dire de bêtises, mais voilà, il me semble qu'il était déjà bien âgé, mais pas suffisamment pour nous quitter aussitôt. Voilà, je connaissais pas ses problèmes de santé, donc je vais pas m'attarder plus que ça. Dans ma vidéo précédente où je vous ai parlé de NXT UK TakeOver Blackpool 2, j'ai oublié un gros oubli de ma part, je vous l'avoue, je m'excuse du plus profond de mon âme. J'ai oublié l'intervention de Undisputed Era à la fin du show qui ont attaqué Imperium. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai totalement oublié d'omettre ce qui s'est passé, pourtant c'était quelque chose d'assez majeur, c'est même quelque chose qui a un petit peu piqué la vedette, piqué le spotlight à peu près tout le show. Mais voilà, du coup on a une petite vidéo en début de show qui nous récap ce qui s'est passé pour ça, et voilà, Undisputed Era qui a attaqué Walter et ses coéquipiers qui ont réussi à finir NXT UK TakeOver Blackpool 2 debout devant le champion et devant l'équipe la plus dominante actuellement du côté de NXT UK. On commence avec Keith Lee qui vient sur le ring pour parler de son prochain match contre Roderick Strong la semaine prochaine. Voilà, on rappelle que la semaine dernière, il a récupéré une opportunité en battant Damien Priest et Dominik Dijakovic et Cameron Grimes, ne l'oublions pas. D'ailleurs, une belle performance, je vous invite à aller voir ma vidéo de la semaine dernière pour pour écouter en tout cas mon avis sur le show de la semaine dernière qui était pour moi un très très bon show. Voilà, donc du coup... Keith Lee, voilà, qui fait une promo tout à fait bonne en disant qu'il va devenir champion nord-américain, qui va commencer à foutre des bâtons dans les roues des Undisputed Era, et je sens que ce match va être très très bon. Mais forcément, les Undisputed Era ne sont pas très contents, donc ils viennent un petit peu attaquer Keith Lee, et c'est Tommaso Ciampa qui vient faire le save, voilà, qui vient sauver Keith Lee, son ancien camarade de War Games. Donc du coup, voilà, c'est Undisputed Era qui réussit par contre à casser la cheville, on pourrait dire, de Keith Lee avec une chaise. Voilà, ils ont coincé sa cheville dans une chaise et ils ont appuyé dessus en sautant du haut de la deuxième corde. Voilà, donc malheureusement Tommaso Ciampa est venu faire le sauvetage un petit peu tard, mais il a quand même réussi à faire partir Undisputed Era. Voilà, donc on commence ce show avec une bonne promo, mine de rien, de Keith Lee pour teaser le match qui va avoir lieu la semaine prochaine, je le rappelle. Keith Lee qui se fait mettre à mal et qui malheureusement part avec un handicap pour la semaine prochaine. Je pense qu'ils vont jouer sur ça. Donc voilà, c'est bien mis en place et on va voir ce qui va se passer pour la suite. Voilà, on voit que plus tôt dans la journée, Tegan Nox est venu au Full Sail University pour se préparer à la bataille royale, et Candice LeRae, contente de la retrouver, lui fait un gros câlin. Voilà, c'était une information totalement inutile, mais c'était pour dire que Tegan Nox était revenu. Voilà, parce qu'on ne l'a pas revu depuis Wargame, je le rappelle. Donc ça fait quand même plusieurs semaines, voire presque plusieurs mois maintenant. Voilà, on a le premier match de ce soir, qui arrive pas directement dès le début du show, un peu plus tard. Voilà, d'habitude on commence directement avec un match, mais pas là. C'est la suite du Dusty Rhodes Tag Team classique, quart de finale, donc toujours le premier tour. Les Brotherweight, Matt Riddle et Pete Dunne qui affrontent ce soir Southwest Subculture de Mark Andrews et de Flash Morgan Webster, qui, je le rappelle, ont fait un match dimanche dernier à NXT UK TakeOver Blackpool 2 pour les titres par équipe, et ils ont fait un très très bon match d'ailleurs. Je vous invite à aller voir ma critique de ce show pour un petit peu partager mon avis avec vous. Voilà, c'était un match très très cool. Matt Riddle et Pete Dunne, il semblerait en tout cas fait un bon travail par équipe pour créer des moves, des combinaisons très intéressantes. C'était très sympathique, et d'ailleurs ils ont réussi à remporter la victoire, donc c'est une grosse victoire mine de rien pour cette nouvelle fraîche équipe du côté de NXT, sur une équipe qui est quand même bien établie du côté de NXT UK, qui est Mark Andrews et Flash Morgan Webster. Donc du coup voilà, c'était un bon travail. J'ai pas trop aimé par contre la finisher, hein. C'est Pete Dunne qui commence à porter sa finish,
je ne sais plus. Alors là, j'ai des trous de mémoire, d'un seul coup, c'est vraiment bizarre. Voilà, je vous avoue que d'habitude, en dehors de la vidéo, je trouve mes mots, mais très rarement vidéo. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est un très très bon match que je vous invite également à aller voir. Un Bitter End, voilà. Putain. Je vais y arriver un jour. Hein. Bitter End qui est porté au départ et qui finit avec un coup de genou à la volée de Matt Riddle. Et voilà, c'était un bon match que je vous invite à aller voir. Très rapidement. Voilà. Je sais pas comment finir mes phrases, donc ça commence à devenir ridicule. On va enchaîner directement avec une petite promo de Walter après le NXT UK Takeover qui a eu lieu et qui dit voilà, qu'il va se venger de Undisputed Era et j'imagine qu'à Worlds Collide, vu que les deux équipes s'affrontent, je le rappelle, et ben ça va faire des dégâts et je pense que les ATMI de Walter vont faire très très mal sur le torse de Kyle O'Reilly et de Roderick Strong. Voilà. On a Tommaso Ciampa maintenant qui arrive tout seul sur le ring pour un petit peu faire une promo, voilà, pour dire qu'il va récupérer Goldie, hein, le titre de NXT, son titre à lui, voilà, il va le récupérer bientôt, mais il attend que ça se passe. Mais du coup, Disputed Era, eux, ils s'attendent pas et ils viennent l'attaquer pour continuer, hein, ce qui s'est passé au tout début du show. Ils viennent attaquer Tommaso Ciampa, mais pour le coup, c'est pas Keith Lee qui vient faire le sauvetage, c'est Johnny Gargano, voilà, Johnny Wrestling, qui vient faire le sauvetage de son ancien coéquipier. Pour un petit peu défendre la veuve et l'orphelin, et à faire fuir du coup Undisputed Era. Les deux ensuite se confrontent, hein, Tommaso Ciampa et Johnny Gargano se regardent l'un l'autre, et le public chante DIY, voilà le nom de leur ancienne équipe, on le rappelle pour les plus jeunes d'entre vous. On continue ce show avec un encore match pour le Dustin Rhodes Tag Team Classic, toujours le premier tour, quart de finale, les Grizzly Young Veterans de Zach Gibson et James Drake. James Drake que je trouve toujours incroyable, voilà, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, mais à chaque fois que je dirais James Drake, je dirais qu'il est incroyable, qui affronte du coup Kushida et son coéquipier qui l'a rejoint pour le Dustin Rhodes Tag Team Classic, c'est Alex Shelley, voilà, oh là là, quel plaisir de voir Kushida et Alex Shelley ensemble, c'est vraiment le bon, ce qu'on aime dans le catch, et voilà, c'était à NXT, heureusement j'ai envie de dire, et après une très bonne performance, c'est quand même Zach Gibson et James Drake qui remportent la victoire sur Alex Shelley et Kushida. Très très bonne équipe, un très très bon match par équipe, voilà, ces deux équipes qui se connaissent déjà, hein, tous, enfin pas tous entre eux, mais en tout cas les deux membres se connaissent très bien. Alex Shelley et Kushida, c'est pas une équipe qui sort de nulle part, voilà ce que je voulais te dire, c'est un très très bon duo qui fonctionne très bien. Malheureusement Alex Shelley se prend la finish de Zach Gibson et James Drake après un très très bon combo et une bonne récupération de James Drake. Voilà, un match que je vous invite à aller voir sans plus, mais c'était quand même très sympa, et voilà, j'adore Zach Gibson et James Drake, j'adore leur équipe, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, on continue ce show avec une petite interview de Robert Stone qui dit voilà, que ce soir ça protégeait Chelsea Green. Voilà, si vous n'avez pas vu le show de la semaine dernière, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Hein. Chelsea Green a attaqué des petites compétitrices que sont Mia Yim et Kaden Carter pour voilà, se faire ensuite annoncer, j'allais dire introduire, mais ça peut être très malsain ce que je vais dire, se faire annoncer par Robert Stone comme étant de son équipe, voilà, de sa bande. Voilà, donc du coup ce soir Chelsea Green sera également dans la bataille royale qui, je rappelle, sera le main event pour déterminer la challengeuse numéro 1 au titre de Rhea Ripley qui est la championne féminine. Voilà, on a une petite vidéo pour un petit peu teaser ce qui va se passer pour World Collide entre Finn Balor et Ilya Dragunov qui vont s'affronter tous les deux pour représenter leur brand. Donc voilà, du coup Finn Balor l'Irlandais qui représente NXT USA et Ilya Dragunov qui est il me semble russe, mais je vais dire sans doute une bêtise, qui défend NXT UK, comme quoi c'est assez ironique, mais voilà, on a ensuite un très très bon match que j'ai beaucoup apprécié. Si vous entendez des grincements, c'est ma chaise qui se fait vieille. Un très très bon match, un match à 3 pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre Cruiserweight, voilà, j'allais dire le titre pour les mais c'est le titre Cruiserweight de NXT. C'est Isaiah Swerve Scott qui affronte Tyler Breeze, le nouveau membre désormais de 205 Live et de la division Cruiserweight de la WWE. Et le troisième partenaire, le troisième adversaire, c'est Lio Rush.
Lio Rush qui essaye de reconquérir son titre, mais malheureusement ce sera pas pour lui ce soir, ce sera pour Isaiah Swerve après un très très bon match que je vous invite à aller voir. Depuis que les poids légers sont passés du côté de NXT, certes ils ont moins de matchs, mais tous leurs matchs je les trouve vraiment très très bien menés et ils leur laissent vraiment la place qu'ils veulent, et ça fait vraiment plaisir. Huntrell Garza qui était aux commentaires à la table des commentateurs pour ce match, ça a vraiment fait aussi un très très bon travail et très très charismatique. Donc du coup voilà, la prochaine confrontation pour lui ce sera contre Isaiah Swerve, à voir ce que ça vaut. Isaiah Swerve qui commence de plus en plus à chaque apparition à perfectionner son personnage, c'est vraiment très très appréciable, et ça fait du bien surtout à cette division. J'aimerais bien voir Tyler Breeze avoir plus de réalité avec des poids légers. Moi je vous avoue que dans mes scénarios alternatifs que j'avais créés à l'époque sur d'autres jeux, voilà, j'avais imaginé Fandango et Tyler Breeze du côté de 205 Live et avec une grosse rivalité contre la Lucha House Party, avec sous fond de réalité le fait que les luchadors mexicains se cachent derrière leur masque parce qu'ils sont moches, alors que Tyler Breeze et Fandango sont beaux. Voilà, ça part peut-être de rien, mais ça aurait pu faire des bons affrontements, et ça aurait pu être très cool. Voilà, un masque versus R en fin de rivalité, ça aurait pu être très très cool, mais ce n'est pas du tout ça, parce que du coup on est dans la réalité, la vraie. Et ce soir, c'est Isaiah Swerve qui s'en sort vainqueur. Voilà, après d'ailleurs une bonne finisher. Il a changé sa finisher, comme je lui ai indiqué la semaine dernière. Voilà, je lui ai conseillé de changer sa finisher et il m'a écouté. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. On a Johnny Gargano qui est interviewé dans la zone d'interview par Cathy Kelly, qui est rejoint par Tommaso Ciampa. Voilà, les deux parlent du fait qu'ils sont un petit peu retrouvés après la blessure de Tommaso Ciampa en début d'année, enfin début d'année dernière du coup maintenant. Et voilà, ils sont maintenant sur la même longueur d'onde, ils sont contents de s'être aidés l'un l'autre. Et désormais ils vont affronter tous les deux le Moustache Mountain. Voilà, donc pour World Collides, on aura DIY contre Moustache Mountain. Donc là, juste en disant ce nom d'équipe, c'est quand même un dream match pour moi sur le papier. Ça peut être très 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 cool. Voilà. Du coup, c'est un peu tout ce qui se passe. Et on arrive au main event, la fameuse Battle Royale pour déterminer la challengeuse numéro 1 pour le titre, NXT Women's, détenue par Rhea Ripley. Une Battle Royale qui s'est avérée fort sympathique. Le retour d'ailleurs de Kacy Catanzaro, si je ne me trompe pas. Est-ce que je me trompe? Sans doute. Non, c'est Kacy Catanzaro, l'athlète qui avait participé à Ninja Warrior, il me semble, aux États-Unis. Ils en sont très fiers à la WWE. Donc voilà, elle fait son retour après une grosse blessure. À des moments, on avait même cru que c'était la fin de sa carrière, mais ça n'a pas été le fin de la casse. Je t'ai plus parlé, vraiment, c'est vraiment. Je vous prie de m'excuser. Du coup, oui, voilà, c'était pas la fin de sa carrière, elle est revenue pendant ce match et c'était très très cool. Voilà, elle a eu des bons spots, c'est un petit peu la gymnaste acrobate du côté de la division féminine et ça fait toujours très très plaisir. On a eu également la présence de Mercedes Martinez qui s'avérait très très sympathique. Voilà, une confrontation avec Shayna Baszler qui était présente pour la première fois depuis qu'elle a perdu son titre. Une confrontation très intéressante entre Mercedes Martinez et Shayna Baszler. Pour ceux qui ne le savent pas, Mercedes Martinez est celle qui a entraîné Shayna Baszler quand elle s'est mise au catch professionnel. Donc c'était quand même un bon comment dire, pas un bon pied de nez, mais un bon programme qui s'est avancé, mais ça n'a pas été ça. Le programme, c'est surtout Shotzi Black Earth qui a réussi à éliminer Shayna Baszler. Plutôt dans le match, Shotzi Black Earth s'était fait sortir en dessous de la première corde, donc ça n'a pas compté comme une élimination, mince, j'ai oublié son nom, putain, j'ai oublié le nom de tout le monde, je suis vraiment désolé, je suis une grosse merde. Dana Parazzo, voilà. Ouh là là, je sais pourquoi j'ai du mal comme ça aujourd'hui, c'est vraiment fou. Après une journée de travail, ça fait toujours mal. Voilà, Dana Parazzo qui s'est fait éliminer par Shotzi Blackers qui a essayé de se venger derrière en la mettant à mal. Donc du coup, Shotzi Blackers n'a pas été éliminée à ce moment-là et elle est revenue dans le match pour éliminer Shayna Baszler ensuite. Donc j'imagine qu'une rivalité va sans doute se mettre en place pour L2. Voilà, moi j'aurais préféré, je vous avoue, ne pas revoir Shayna Baszler et la faire voir une apparition surprise au Royal Rumble féminin. Pourquoi pas même d'ailleurs gagner le Royal Rumble féminin, ça pourrait être sympathique. Mais apparemment, elle va rester du côté d'NXT avec cette rivalité contre Shotzi Black Earth, ça peut être sympa. Voilà, Shotzi Black Earth, ça m'a fait une bonne impression quand elle a commencé NXT il y a quelques semaines maintenant.
Donc du coup, d'ailleurs c'était la semaine dernière, il me semble. Donc du coup voilà, ça peut être un programme très intéressant. Le carré final était aussi très intéressant. Voilà, je vais pas vous dire qui est resté, mais il y avait Bianca Belair et Io Shirai, qui sont d'ailleurs les deux qui sont restés jusqu'à la fin. Il y a un très bon affrontement entre Bianca Belair et Io Shirai, deux heels qui s'affrontent en finale d'une Battle Royale. C'est assez inédit, mais ça a fait un très très bon travail. Voilà, les deux sont incroyables. Hein. Si vous suivez mes vidéos, vous savez tout le bien que je pense de Bianca Belair, et Io Shirai, j'ai même pas besoin de dire à quel point elle est bien, parce que tout le monde sait à quel point elle est bien. Et voilà, c'était une très belle finale de Battle Royale, remportée par Bianca Belair malgré tout, après avoir porté son KOD enfin par-dessus la troisième corde, et Io Shirai qui est sorti en se cognant violemment la tête contre le sol, l'arrière de la tête. J'espère que c'est plus impressionnant que ça a fait mal, parce que là c'était vraiment très impressionnant. Voilà, Bianca Belair qui remporte cette Battle Royale, qui va affronter replay pour le titre NXT féminin, et ça peut être très très sympathique. Voilà, c'est actuellement sans doute les deux lutteuses que je préfère du côté de la WWE, et c'est vraiment très très cool comme programme. À voir ce que ça va mener. Il me semble que d'ailleurs que les deux vont s'affronter au prochain takeover qui va avoir lieu, NXT Takeover Portland. Voilà, je sais pas du tout quand il va avoir lieu, je vous avoue que j'avais totalement oublié NXT Takeover. Voilà, moi j'étais focalisé sur World Collides, et apparemment il va quand même y avoir un NXT Takeover. Voilà, on s'arrête ici pour NXT. On enchaîne avec AEW pour terminer cette vidéo. Voilà, j'ai décidé de finir avec AEW. D'habitude, je commence avec AEW dans la guerre du mercredi soir, mais cette fois-ci, j'ai décidé de finir par AEW pour être un petit peu original. Voilà, pourquoi pas faire plaisir aux gens qui m'écoutent. Aujourd'hui, du côté de Dynamite, c'est une soirée spéciale, c'est une soirée Bash at the Beach, Bash to the Beach, pas du tout. Bash at the Beach, voilà, donc un ancien pay-per-view du côté de la WCW. Cette fois-ci, la AEW a décidé de faire hommage, voilà, parce qu'ils adorent faire des hommages à la WCW, à croire que, à croire que c'est son enfant spirituel. Donc du coup voilà, on commence comme pour NXT avec une petite vidéo hommage pour Rocky Johnson qui nous a quittés. Je vais pas vous faire le récap de ce que j'ai dit juste avant, mais voilà, Rocky Johnson, le papa de The Rock, qui est décédé. Donc du coup voilà, une vidéo hommage pour ce grand monsieur du catch, mine de rien. Et cette fois-ci, du côté de Dynamite, on commence avec un gros match, le match pour déterminer les challengers numéro 1 pour le titre AEW par équipe. Ce soir, c'est Proud and Powerful, du coup Santana et Ortiz qui représente le Inner Circle. Best Friend de Trent et Chuck Taylor qui sont toujours accompagnés de Orange Cassidy, qui est l'une des meilleures choses actuellement, je le rappelle, à AEW. Les Young Bucks également, mais la dernière équipe, qui n'est pas vraiment une équipe, mais apparemment si, c'est Eggman Page et Kenny Omega. Du coup voilà, un match avec 4 équipes qui s'affrontent pour déterminer ceux qui vont être les prochains adversaires pour SCU. Et c'est une victoire de Eggman Page et Kenny Omega après un match très bon que je vous invite à aller voir. C'était vraiment un très bon match, j'ai vraiment beaucoup apprécié, surtout le travail, je vous avoue, de Ortiz. Voilà, de Proud and Powerful. Je m'attendais pas à avoir une aussi bonne impression de Ortiz, mais ça a été vraiment un très bon match où il a bien géré tout ce qu'il fallait faire, et ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, c'est mine de rien une victoire de Eggman Page et de Kenny Omega après leur combo de coup spécial. Voilà, je sais pas trop comment comment appeler ça, ils n'ont pas encore de nom officiel. Voilà, c'est même pas une équipe officielle, mais en tout cas ils font équipe, et c'est très bien pour eux parce qu'ils ont réussi à remporter les victoires au nez à la barbe de 3 équipes qui sont quand même bien établies du côté de la division par équipe. Du coup voilà, les Eggman Page et Kenny Omega qui deviennent les challengers numéro 1 pour le titre par équipe. Ça peut être très sympathique à voir ce que ça va donner, mais je sens que ça va être très bien. J'ai eu peur de comprendre qu'il va sans doute y avoir une rivalité entre Eggman Page et Kenny Omega, peut-être un heel turn de Eggman Page, et je vous avoue que j'ai pas vraiment envie de voir ce programme. Voilà, j'ai pas envie de voir Kenny Omega stagner aussi bas dans la carte, parce que voilà, j'aime trop Kenny Omega malheureusement. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui commence à se tramer, et ça va me faire bizarre, et ça va un petit peu me décevoir sans doute. Voilà. On a Cody Rhodes, le vice-président exécutif, qui vient sur le ring pour un petit peu parler de MJF. Voilà, MJF qui a posé ses conditions pour affronter Cody au pay-per-view Révolution qui va bientôt avoir lieu en février. Voilà, il a posé plein de conditions, et du coup Cody en parle, le fait que c'est ridicule toutes ces conditions.
mais qu'il accepte. Voilà, il accepte de pas toucher MJF jusqu'au pay-per-view, il accepte le match en cage. Apparemment, il va y avoir un match en cage. J'ai pas trop compris. Ou alors j'ai pas compris, voilà, parce qu'ils sautent un petit peu, donc j'ai peut-être mal compris ce qu'il a dit. Mais en tout cas, le match est apparemment maintenant officiel. MJF contre Cody au pay-per-view Révolution. Est-ce que c'est un match en cage? Je n'ai pas compris. Mais en tout cas, c'est un match qui va s'avérer très sympathique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais je n'ai mal compris, ce qui est sans doute le cas. Hein. J'ai sans doute vraiment mal compris, parce qu'un match en cage, ça m'avait très étrange du côté de la AEW, mais pourquoi pas. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si je me suis trompé à me corriger. On voit Joey Janela, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu du côté de Dynamite, mais voilà, il dit que maintenant 2020, il va marquer une grosse année pour lui, une grosse décennie, qui va un petit peu se venger des actes de Kip Sabian et de Penelope Ford. Voilà, pour ceux qui ne suivent pas le programme indépendant qu'il y avait avant AEW, Penelope Ford était la manageuse de Janela, la manageuse accompagnatrice qui fait un petit peu, voilà, qui prend un petit peu des risques de temps en temps. Elle l'accompagnait, du coup maintenant elle l'a trahi pour rejoindre Kip Sabian en lui foutant un gros low blow dans les parties intimes il y a 2 semaines. Donc du coup, un programme entre Kip Sabian et Joey Janela et Penelope Ford du coup au milieu va avoir lieu et c'est très étrange d'avoir un programme comme ça en 2020. Mais pourquoi pas, si Penelope Ford est bien mise en avant après, ça peut être très très cool. On a ensuite le match féminin de la soirée, le seul match féminin du côté de la WWE, on le rappelle, c'est Hikaru Shida et Chris Statlander, voilà, je l'ai bien dit, qui affrontent le Nightmare Collective, et malheureusement, Awesome Kong n'était pas présente, tout simplement parce qu'elle est blessée. Du coup, c'était Brandy Rhodes, malheureusement, qui aussi l'a remplacée au pied levé, qui est accompagnée de Melina Cruz, et accompagnée du nouveau membre de Nightmare Collective, c'est Luther, voilà, le mec qui est arrivé la semaine dernière dans tout le ring, et personne n'a eu de réaction, parce que tout le monde s'en fout de lui, personne ne le connaît, à part quelques gens qui regardent l'indépendant japonais, apparemment, ultra violent. Voilà, moi je le connais pas, donc je vous avoue que ça m'a pas fait grand chose, j'ai juste trouvé que c'était un mec un peu bizarre, voilà, sans doute le genre de personne qui se frotte au bar dans le métro quand il y a beaucoup de gens, voilà, et ça c'est un peu dégueulasse, je vous avoue. Voilà, c'est une victoire d'Hikaru Shida et de Chris Statlander. Chris Statlander qui a réussi à porter sa finisher sur Melina Cruz pour la finisher. Voilà, j'ai rien à dire sur ce match, hein. Brandy Rhodes, c'est mauvais. Voilà, c'est mauvais. Melina Cruz, c'est oubliable. Luther, c'est intriguant, mais pas dans le bon sens, je pense. Et voilà. On a une petite promo du Dark Order qui ont envie apparemment de recruter encore des nouvelles personnes. Et désormais, la nouvelle personne qu'ils ont envie de recruter, c'est Eggman Page. Voilà, c'est étonnant. Qu'est-ce qui va se passer autour de Eggman Page et du Dark Order? Est-ce qu'on va vraiment avoir un programme ou est-ce que c'est juste là pour nous dire que Dark Order ont envie de recruter plein de gens? Voilà, je sais pas. Voilà, Dark Order, je vous avoue que depuis leur retour, ils ont attaqué les Young Bucks et SCU pendant leur main event, ça m'a intrigué. Et bah là en fait ça m'a totalement désintéressé d'un coup, voilà, parce que tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à renchaîner les semaines d'après pour recréer un intérêt autour du Dark Order. Voilà, ça a été aussi vite oublié que aussi vite c'est arrivé, malheureusement. Voilà, pour ceux qui suivent les vidéos depuis le début, Dark Order c'est toujours une équipe qui m'a vraiment intrigué, que j'ai vraiment envie de voir, et du coup ça m'a fait très plaisir pendant le show où ils ont réussi à prendre l'avantage psychologique il y a 2-3 semaines désormais. Mais malheureusement, derrière, ils n'ont pas réussi à rentabiliser la chose. Et pour l'instant, c'est intriguant, mais bof. Voilà. On a une confrontation entre Jon Moxley et Sammy Guevara. Voilà, les deux s'affrontent dans un match. Apparemment, je suis en train de regarder, mais c'est un match pour le tournoi de AEW, du titre AEW, c'est une demi-finale. Voilà, je sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Parce que j'ai pas du tout entendu cette information pendant que j'ai regardé le show, mais voilà, ou alors je l'ai totalement omis de mon cerveau, mais voilà, c'est une victoire logique, on va dire, de Jon Moxley. Sammy Guevara qui a quand même fait une bonne prestation, mine de rien. Voilà, quelques moments il m'a très très bien surpris, surtout à un moment où il a fait un double stomp directement sur le bord du ring, sur Jon Moxley, hein. C'était vraiment très très impressionnant.
John Moxley qui remporte cette victoire, pas grâce à ses finishers, mais grâce à une prise de soumission, voilà, une sorte de prise du sommeil, un petit peu modifiée, directement en récupérant Sammy Guevara qui avait sauté depuis la troisième corde. Du coup, Sammy Guevara qui est obligé d'abandonner. Voilà, juste après ce match, hein, le Inner Circle qui vient pour attaquer John Moxley, voilà, pour se venger de la semaine dernière, ce qui s'est passé, surtout Jack Hager qui est très énervé du haut de son 1m96, qui viennent l'attaquer, voilà, ils viennent mettre à mal John Moxley étant donné qu'il n'a pas d'amis, personne vient vient le sauver, voilà, donc du coup, ouais, il se fait tabasser par le Inner Circle, et Chris Jericho en profite pour planter directement un objet contendant directement dans l'œil de John Moxley, et du coup les médecins se précipitent pour venir récupérer John Moxley et venir l'ausculter, mais malheureusement ça n'a pas l'air de bien aller. Voilà, c'était un match très sympathique et un après-match aussi très sympathique, hein, qui continuait la rivalité autour de John Moxley et du Inner Circle, et ça c'est super bien, parce que c'est vraiment l'un de mes moments, je pense, préférés de ce show. Voilà. On a encore un match, cette fois-ci c'est MJF et le Butcher et le Blade, voilà, le boucher et la lame qui accompagnent MJF. Ils sont accompagnés, ce petit groupe est accompagné de Wardlow, qui est le garde du corps de MJF, on le rappelle, et de Bunny, qui est la manageuse de Butcher et de Blade. Du coup, c'était le match contre DDP, Dustin Rhodes et Quitty Marshall, une équipe de personnes assez vieilles sur le papier. Ça s'est pas tant senti que ça, DDP a été protégé, parce que voilà, ça fait un moment qu'il a pas catché non plus, hein, donc on va pas tenter de faire des Swanton mondiaux de la troisième corde, mais voilà, c'était un match que j'ai pas, on va dire, plus apprécié que ça, mais qui était assez sympathique, j'imagine, surtout dans l'arène à ce moment-là. DDP qui a fait bien sûr, hein, son Diamond Cutter sur à peu près tout le monde, c'était vraiment un bon moment, j'imagine, mais voilà, ça m'a pas plu plus que ça, tout simplement parce que je ne suis pas vraiment investi dans DDP, voilà, je suis pas forcément fan de DDP, Quitty Marshall, pas du tout, et Dustin Rhodes je le trouve très bon, mais pas très bien utilisé, en tout cas dans ce programme-là. Voilà. On a ensuite la deuxième demi-finale apparemment. Voilà, c'est pour le tournoi, hein, le tournoi pour déterminer le challenger numéro 1 pour le titre de la AEW. C'est du coup Pac qui affronte Darby Allin. Voilà, un match qui avait été annoncé avant le show, hein, qui avait été annoncé quelques jours avant le show, mais du coup maintenant on a rajouté une petite stipulation, hein, pour un petit peu mettre du background derrière tout ça. Un match qui s'avère très très cool. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce match, hein, si jamais vous l'avez pas vu. Mais voilà, Darby Allin contre Pac, c'est vraiment un match qui m'intriguait beaucoup sur le papier et qui m'a vraiment beaucoup plu sur le ring. Darby Allin qui, malgré le fait qu'il soit très svelte, a réussi à bien s'imposer contre Pac, alors qu'il n'y avait pas une différence de taille si énorme que ça entre les deux, donc du coup c'est pour ça que ça m'intriguait beaucoup. Mais voilà, Pac a fait un très très bon travail, la chimie entre les deux était vraiment super cool. Logiquement, c'est quand même Pac qui réussit à remporter la victoire après son Black Arrow to de la troisième corde. Voilà, il n'a pas porté son Brutalizer pour finir Darby Allin, mais il a réussi quand même à remporter la victoire. Voilà, c'était un match qui était vraiment très très sympathique. Après le match, Tony Schiavone vient interviewer Pac et Pac dit qu'il est le nouveau challenger pour le titre. De la AEW, étant donné que John Moxley ne sera pas apte à lutter la semaine dernière suite à l'attaque du Inner Circle, plutôt dans la soirée. Et donc du coup, voilà, il se considère comme nouveau challenger pour le titre de Chris Jericho directement, sans passer par la case John Moxley. Mais voilà, John Moxley, malheureusement, il arrive avec un bandeau sur l'œil, taillé un pirate, pour lui dire je m'en fous de toute façon, même que j'ai pas mon œil, je vais te défoncer la semaine prochaine, t'inquiète pas, je serai là, on va s'affronter et on verra bien qui rira à la fin. Voilà, c'est une fin de show. Ça se termine comme ça avec John Moxley qui vient depuis l'arme d'entrée en tout cas, qui vient un petit peu dire qu'il sera là la semaine prochaine malgré sa blessure, et Pac qui se frotte les mains de pouvoir mettre les siennes d'ailleurs sur John Moxley la semaine prochaine pour pouvoir remporter la victoire assez aisément, il l'espère, et en tout cas c'est ce qui paraît très logique, mais ça se passera pas comme ça parce qu'on est dans le monde du catch. Voilà. C'est une fin de show du côté de Dynamite et ça va être une fin de vidéo pour moi. J'ai beaucoup apprécié ce show. J'avais oublié de mettre la taloche d'or pendant la dernière vidéo, mais je vais le faire pour celui-ci. Et la taloche d'or que je vais donner aujourd'hui, eh ben, je vais peut-être vous étonner, mais je vais la donner
Ortiz. Voilà, je vais la donner à Ortiz, la taloche d'or cette semaine. Ça va être Ortiz qui m'a fait une bonne impression durant l'opener du show AEW Dynamite. Voilà, il m'a fait vraiment une bonne impression. Donc du coup, je donne ma taloche d'or cette semaine pour lui. Je vous invite à faire de même dans la zone commentaire, à partager qui a été votre catcheur de la semaine. Voilà, pourquoi pas. Et voilà, me partager aussi vos avis sur les trois shows dont j'ai parlé, NWA Power, NXT et Dynamite. Voilà. Je termine cette vidéo en faisant une petite annonce, le fait que je suis en train de préparer une vidéo un petit peu spéciale, donc je compte énormément sur votre soutien pour le coup. C'est une vidéo qui va être un what if, voilà, c'est un SI, donc c'est un récit alternatif. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais étant donné que personne ne regarde mes vidéos jusqu'à la fin, personne ne l'a entendu. Mais voilà, je voulais vous partager mon avis sur ça et le fait que je vais faire cette vidéo pour un petit peu créer une sorte de scénario pour aller jusqu'à WrestleMania 36. Voilà ma road to WrestleMania à moi, jusqu'à WrestleMania compris. Et que suite à ça, sans doute, voilà, en fonction des retours que je vais avoir, si ça plaît ou pas, je vais peut-être en recréer d'autres assez régulièrement parce que j'adore m'essayer à cet exercice et que ça me plaît tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous entendez ce petit message, si ça vous intéresse ou pas. On s'arrête ici, avant de faire beaucoup trop long malheureusement. Je vous invite à partager la vidéo si elle vous a plu, à commenter si jamais je me suis trompé, ce qui est sans doute le cas, et également à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Je compte sur vous, sur un maximum de partage, un maximum de commentaires, tout simplement parce que c'est ce qui fait vivre la chaîne et ce qui me fait vivre moi en tant que créateur de contenu sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça pour m'aider, pour aider la chaîne plus globalement. Je vous invite toujours à être fan de catch comme d'habitude et à partager votre avis, même si ça ne fait pas longtemps que vous êtes fan de catch. Pour débattre, c'est le plus important. Toujours dans le respect et le calme, bien sûr. Bisous, on se dit à la semaine prochaine pour encore plus de vidéos et encore plus de contenu pas payé. Bisous.